Bonjour, aujourd'hui j'ai la joie d'avoir Evelyne Chausset pour un thème qui est très intéressant, le deuil, l'accompagnement, le trauma. Et Evelyne Chausset n'est plus à présenter, elle est psy, conférencière, auteure euh, et on a déjà fait 2 vidéos ensemble qui sont sur ma chaîne et sur mes réseaux. Donc Evelyne, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le trauma, le deuil et l'accompagnement? On va voir ça au fur et à mesure de cette vidéo. Donc je te donne la parole. Bonjour Honorine, merci de m'avoir encore invitée et merci à tous ceux qui nous écoutent. Alors, le traumatisme, c'est ce qu'on vit quand on a des troubles suite à un événement ou une série d'événements, euh, soit qui nous ont mis notre vie en danger, soit qui nous a menacés de blessures graves, soit encore qui a euh, atteint nos droits fondamentaux, hein, par exemple de respect, d'intégrité morale. Alors, on fait la distinction entre les traumas simples et les traumas complexes. Les traumas simples, c'est quand on a vécu un événement unique. Les traumas complexes, c'est quand on a vécu une série d'événements sur une longue période. Alors, moi, je fais la différence en ce que j'appelle les traumatismes 1, 2, 3. Donc, 1, c'est le traumatisme simple. 2, ce sont des traumatismes qui se sont déroulés sur une longue période, mais qui peuvent commencer à l'âge adulte. Par exemple, on voit bien en Ukraine des personnes qui ont été enfants tout à fait choyés, qui ont eu ce qu'on appelle un attachement sécure, et puis la guerre survient et ils sont soumis à une série d'événements qui les menacent. Et je fais la distinction avec le traumatisme de type 3, où là, les traumatismes ont commencé dans l'enfance. Et pour moi, c'est important de faire la distinction parce que bien entendu, quand un traumatisme arrive sur une personnalité qui n'est pas encore construite, elle va quelque part déterminer aussi le devenir de cette personnalité. Et puis, je fais aussi la différence avec le type 4. Ça, c'est quand le traumatisme est toujours en cours. Et donc, je peux parler de l'Ukraine, on peut parler d'autres pays dans le monde où il y a des guerres. Et à ce moment-là, les populations sont soumises à ces événements et parfois, des personnes les aident, comme des psychologues humanitaires, et sont eux-mêmes soumis à ces événements dangereux, donc les événements qui sont toujours en cours. Et bien sûr, la prise en charge va être différente dans la mesure où on ne peut pas euh, baisser la garde quand on est dans une situation dangereuse. Et le deuil, je fais la différence entre le pré-deuil et le deuil, c'est-à-dire que on peut avoir un deuil qui va commencer avant la mort. C'est d'ailleurs très très fréquent, beaucoup plus que ce qu'on l'imagine, ou en tout cas ce qu'on lit dans les bouquins, c'est souvent hein, le deuil qui commence au moment de l'annonce du décès. Or, dans un certain nombre de cas, par exemple des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, des personnes et qu'on voit se dégrader, des personnes qui sont dans le coma ou dans le post-coma, des personnes qui sont extrêmement vieilles ou qui sont atteintes de maladies cancéreuses dont on sait que l'issue est fatale, eh bien, au moment où on se rend compte que la personne va mourir alors qu'elle est toujours là, commencent des processus inconscients, tout à fait spontanément, que moi j'appelle le pré-deuil. Et dans le pré-deuil, il y a le pré-deuil normal et puis il y a aussi des complications et des pathologies. Et puis il y a le deuil qui commence après, enfin, au moment de la mort, au moment de l'annonce du décès. Et donc, quand il y a eu un pré-deuil, eh bien, on peut dire qu'on arrive dans une phase différente du deuil. Et puis, quand évidemment c'est un événement inattendu, comme un accident, une attaque cardiaque, une attaque terroriste, par exemple, à ce moment-là, évidemment, la phase du deuil commence au moment de l'annonce du décès. Alors, pour moi, il y a quand même des différences entre le trauma et le deuil. Alors, ce n'est pas une question d'intensité. Il y a des deuils qui peuvent passer comme une lettre à la poste. Il y a des deuils extrêmement douloureux. Et même chose pour les traumatismes. Certaines personnes vont avoir des petits symptômes qui vont disparaître dans les semaines qui suivent et d'autres vont être vraiment handicapés dans leur vie et dans leur qualité de vie va être très altérée. Ce qui est une des différences que moi je vois, c'est que dans
deuil, en fait, on a envie d'être avec la personne. C'est-à-dire la personne est décédée, mais on a envie d'y penser, on cherche des signes. Donc on est dans un mouvement où on a envie de se retrouver. On appelle ça d'ailleurs la phase de recherche dans le deuil. On a envie de se retrouver avec la personne décédée, alors que dans le trauma, on a plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des images intrusives qui arrivent spontanément et qu'on veut repousser. Alors, évidemment, ce que je dis est un peu caricatural, c'est pas vrai pour tout le monde dans toutes les situations, mais généralement, on a des positions, je veux dire, pas très différentes. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que quand on a un deuil traumatique, on va d'abord travailler sur l'aspect du trauma avant de travailler sur le deuil. Je prends par exemple un monsieur qui a vu sa femme se faire écraser devant lui. Et donc, il a ces images intrusives de sa femme qu'il essaye de repousser. Et en même temps, il y a un mouvement euh, où il a envie de penser à sa femme, où il a envie d'être avec elle. Donc, dans ces cas-là, on va d'abord travailler sur le trauma et puis on va accompagner le deuil. D'accord. Et d'ailleurs, comment on accompagne? Alors, ben, le trauma, je pense qu'il faut pas trop parler. Il y a des processus en neurosciences qu'on appelle les processus de consolidation et de reconsolidation de la mémoire. Ça veut dire que en fait, ce qu'on vit, on le vit d'abord dans une mémoire à court terme et ça passe ensuite dans le disque dur de notre mémoire, hein, donc dans la mémoire à long terme. Et déjà, on va avoir des événements dans les traumas qui sont fort consolidés. Ça veut dire que, en fait, ils vont passer directement dans la mémoire à long terme en étant déjà très ancrés. Et là, ce qu'on appelle la reconsolidation, c'est chaque fois qu'on se souvient de quelque chose, bien, ça revient dans cette mémoire à court terme avant d'être renvoyé dans la mémoire à long terme. Et donc, le trauma, en fait, on a beaucoup de symptômes qu'on appelle les symptômes de réviviscence, qui fait que on, on se rappelle, enfin, le trauma vient s'imposer, donc soit dans les cauchemars, soit dans ce qu'on appelle les flashbacks, les ruminations mentales, les images répétitives. Et donc, chaque fois qu'on les revit, eh bien, ça va les ancrer encore davantage. Donc, dans ces cas-là, moi, je préfère faire ce que j'appelle d'abord une mise en place. Donc, d'abord établir la confiance avec le patient. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle les techniques de stabilisation, c'est-à-dire qu'on va apprendre au patient une série de techniques qui va lui permettre de supporter l'émergence des souvenirs traumatiques en séance, mais éventuellement aussi d'y faire face entre les séances. Et donc, dans ces techniques de stabilisation, il y a beaucoup de choses. Il y a le lieu sûr, il y a le bon souvenir, il y a aussi des techniques d'ancrage et d'autres, voilà, d'autres techniques qu'on peut utiliser. Et puis, les métaphores thérapeutiques, hein, donc les histoires thérapeutiques qui donnent de l'espoir, par exemple, pour l'avenir. Et ensuite, on va travailler sur le traumatisme lui-même. Et ma façon de travailler à moi, eh bien, elle se base sur ce que je viens de dire de la consolidation et de la reconsolidation. C'est-à-dire que maintenant, on sait au niveau des neurosciences qu'un souvenir, quand on se souvient de ce souvenir, donc quand ce souvenir est réactivé, en fait, il peut être modifié. En fait, notre mémoire, elle fonctionne comme ça tout le temps parce que c'est une question de survie de l'espèce. Donc, si on se souvient de quelque chose d'ancien dans un nouveau contexte, eh bien, notre cerveau va enregistrer les nouvelles données qu'il juge pertinentes. Alors, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, hein, c'est par exemple ben, le Père Noël qui apporte les cadeaux, et puis on se souvient de ça quand on a 12-13 ans, et bien on sait que c'est faux. C'est-à-dire que notre cerveau va modifier les souvenirs à la lumière de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, en hypnose, on peut, ou en EMDR, hein, pareil, on peut faire revenir le souvenir et on va le modifier. Alors, on va pas créer de faux souvenirs parce qu'on va utiliser des techniques qui sont un petit peu abracadabrantes, mais ce qu'on va transformer, c'est l'émotion, hein. C'est-à-dire que pour moi, je prends toujours la métaphore de l'abcès. Et donc, le souvenir traumatique, c'est un souvenir où il y a un abcès. Et cet abcès, c'est le pu émotionnel. Et donc, on va expurger ce pu émotionnel en faisant ce que moi j'appelle des scénarios réparateurs. Donc, on va modifier la scène. Alors, quand je dis que ce n'est pas possible de faire des faux souvenirs, je vais juste donner un exemple ou deux.
C'est par exemple une personne qui peut transformer son agresseur avec une baguette magique en cafard. Elle ne peut pas faire de ça, évidemment, un faux souvenir. Ou tout ce qu'on appelle les techniques de parentage. Par exemple, une patiente va venir aider la petite fille qu'elle était dans une séance, dans un souvenir traumatique. Là aussi, on sait que ce n'est pas possible de créer un faux souvenir avec ça. Donc ça va être le cœur pour moi de la thérapie du trauma, c'est de modifier pour que l'encodage de ce souvenir dans le cerveau soit débarrassé de l'émotion, et c'est ça qui nous fait souffrir. L'émotion, c'est ça qui va en fait inspirer des symptômes. Alors pour le deuil, c'est différent, c'est même, j'ai envie de dire presque le contraire. Je disais donc en commençant que le trauma, on va pas en parler beaucoup. On va d'abord faire la mise en place et on ne va en parler qu'au moment où on sera prêt à modifier ce souvenir traumatique. Alors que le deuil, c'est un chemin. C'est-à-dire que les personnes, elles ont besoin de parler du défunt et souvent, elles n'ont pas la possibilité de le faire, soit parce qu'elles sont isolées, mais le plus souvent, c'est parce qu'elle s'auto-censure. Et on le comprend. Par exemple, si on a perdu son époux, on va pas parler de sa souffrance à son fils qui a 20 ou 30 ans, parce que lui, il a perdu son père. Donc, on va pas rajouter au fardeau qu'il porte déjà notre propre fardeau. Et puis, avec les personnes qui sont peut-être plus à l'écoute et avec lesquelles on peut s'autoriser davantage à parler, je pense par exemple aux amis, eh bien à un moment, on va aussi s'autocensurer parce que on veut pas enfin, faire foirer l'ambiance chaque fois qu'on les voit, parce que c'est évidemment plombant. Donc, les personnes, en fait, à un moment, elles vont cesser de parler du défunt alors qu'elles ont besoin d'en parler. Donc, je trouve que ça fait partie de notre rôle. On sait aussi que ce qui va beaucoup aider les endeuillés, c'est d'avoir un réseau de soutien. Et un réseau de soutien, c'est au moins trois personnes qui sont présentes sur une longue période. Parce que souvent, évidemment, après un décès, il y a beaucoup de gens autour du décès et puis il n'y a plus personne après. Et donc, pour moi, le thérapeute fait partie de ce réseau de soutien. Alors bien sûr, on ne va pas faire que ça, on va aussi raconter des métaphores, on va aussi utiliser des techniques de stabilisation. Bien sûr, comme pour le trauma, la relation qu'on va établir avec le thérapeute est importante. Elle est d'autant plus importante que dans le deuil, ben, il y a une perte de lien. Donc ça veut dire que la personne, hein, le lien qu'elle peut construire avec le thérapeute peut être quelque chose d'important. Alors, je fais des trucs que je trouve un peu chalala, c'est le terme que j'utilise. Un jour, un copain qui m'a dit, mais ce que tu fais, c'est un peu chalala. Et donc, depuis, je- j'ai repris ce terme. C'est qu'on va créer un espace en hypnose où la personne endeuillée va appeler son défunt et on va donc induire un contact. Alors, je ne sais pas si ce contact est vrai ou pas. Bien sûr, au fil des expériences, je me suis faite aussi ma petite conviction, mais peu importe en fait les croyances des personnes, ça fonctionne de la même façon. Et là, c'est pour recréer ce lien. Donc, il y a tout un mouvement depuis pas mal d'années déjà d'ailleurs, qu'on appelle les continuing bonds, donc les liens continus. Ça, c'était déjà du temps de Bowlby, peut-être que les gens ont entendu parler de tout ce qui est attachement, hein, des théories de l'attachement avec Bowlby. Et Bowlby s'est beaucoup intéressé aussi au deuil. Et pour lui, en fait, cette perte de lien dans la réalité extérieure, bah, évidemment, là, dans la réalité, le défunt n'est plus là, doit se compenser par la création d'un lien interne au Mm. défunt. Et moi, d'ailleurs, ce que je trouve souvent, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, mais je pense tout le temps à lui ou à elle. Et en fait, pour moi, penser tout le temps à quelqu'un, c'est justement l'inverse d'avoir un lien interne. Alors, Mm. pour faire comprendre ça, j'utilise toujours la métaphore de dire, bah, si on a un enfant adulte qui est aux États-Unis pour un grand voyage, eh bien, en fait, qu'il soit loin ou qu'il soit près, on est toujours aussi tranquille. C'est-à-dire que la relation, on n'a pas besoin de penser tout le temps, tout le temps, tout le temps à notre fils ou à notre fille qui est à New York. Mm. Eh bien, pour moi, quand on a ce lien interne, on n'a pas besoin de penser tout le temps à l'autre. Donc, quand on pense tout le temps à l'autre, c'est aussi un moyen de créer ce contact de façon un petit peu artificielle avec les moyens du bord. Et donc, on va créer ce lien dans ces séances d'hypnose. Alors, ça joue sur plusieurs tableaux. C'est que, bon, déjà, ça crée le lien, comme je viens de le dire. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui se sentent en lien, mais par la tristesse, c'est-à-dire qui ont le sentiment qu'elles doivent aller mal pour maintenir ce lien.
Et donc, dans ces séances, on voit en fait que on peut établir un lien d'amour, expurger, je dirais, de tous ces sentiments de tristesse, mais aussi parfois de culpabilité, hein, de tous ces sentiments en fait qui vont empêcher la relation au défunt, ce lien continu au défunt de façon confortable. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ces séances, on voit que le défunt va bien. Et dans toutes les séances, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le défunt apparaît, il est souriant, il est en bonne santé. Les personnes très âgées sont parfois plus jeunes. Il n'y a personne qui est handicapé. Donc, on est aussi rassuré. C'est comme si on pouvait voir la personne décédée de là où elle est maintenant et on voit qu'elle va bien. Du coup, tout ce qui s'est passé précédemment, peut-être la souffrance qu'elle a eue en fin de vie ou les douleurs, ou l'amaigrissement extrême, enfin tout ça, en fait, c'est comme si on avait créé un nouveau souvenir avec cette personne qui fait que ça prend toutes les douleurs qu'elle a pu peut-être vivre en fin de vie, une perspective différente. Et une patiente qui m'a très bien expliqué ça, elle me disait, voilà, mon fils a une péritonite, il a beaucoup, beaucoup souffert. Ben, après, il a guéri, maintenant il joue au foot avec son père. Voilà, on a encore eu des fêtes de famille qui étaient très sympas. Et elle dit, en fait, si j'ai pu relativiser toute cette période de la péritonite, c'est parce qu'on a créé de nouveaux souvenirs. Et elle me disait, ben voilà, avec mon père qui est mort, j'étais restée sur cette souffrance. Et puis maintenant que j'ai fait cette séance avec vous, ben je vois qu'il va bien. C'est comme si on avait créé des souvenirs, entre guillemets, post-mortem. Donc voilà, c'est à ça que ça sert, recréer le lien, pouvoir être en relation, dans une relation d'amour et pas de souffrance. Et puis aussi, bah, de ne pas avoir à souffrir pour le défunt. Quand on voit que le défunt va bien, on n'a pas à souffrir pour lui. Alors que souvent, les mamans qui ont perdu un enfant, ou les papas qui ont perdu un enfant, hein, ben, ils ont le sentiment qu'ils doivent continuer à aller mal parce que ce serait pas bien, parce que leur enfant est mort, par exemple, d'une maladie cancéreuse. Et ils restent sur ces images et c'est comme si la souffrance de l'enfant perdurait et donc les empêchait d'être heureux. Puis quand ils voient que l'enfant va bien, ça leur permet en tout cas d'enlever cette couche là de devoir être triste pour leur enfant. Alors évidemment, ça va alléger le deuil, ça va débloquer des deuils qui étaient bloqués. Bien sûr, si on a perdu un enfant, le fait de plus pouvoir lui faire des bisous, des câlins, de jouer au foot avec lui, par exemple, ça peut continuer à manquer et ça peut manquer toute la vie. Mm. Mais tout ce que tu viens d'énoncer, tu le proposes aussi en formation, que ce soit en format court ou format plus long, soit en DU, je suppose, ou soit dans les formations où j'ai déjà participé. Donc, je mettrai les références en dessous pour les professionnels. Et, parce que c'est très intéressant. Tu vas parler enfin, de la méthode SIAM, enfin voilà, mais à ta façon. Hein, tu accompagnes, dont on peut accompagner avec le MDR. euh, et Et avec l'hypnose. Et donc, c'est des formations différentes. Et bien sûr, pour la formation sur la communication avec les défunts, avec le EMDR, il faut être formé en EMDR ou une technique équivalente. Et bien sûr, pour accéder à la formation sur le contact avec les défunts en hypnose, donc en fait qui s'appelle le deuil et hypnose, il faut effectivement être formé en hypnose pour des raisons évidentes quand on est formé dans l'une ou l'autre technique. Hein, on sait qu'on ne peut pas faire de la poésie sans avoir commencé à apprendre à écrire. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent en me disant, mais je connais bien le deuil, s'il vous plaît, acceptez-moi. Ben non, c'est tout simplement parce que si on, je peux prendre une autre métaphore, si j'invite quelqu'un à participer à un orchestre qui n'a jamais joué de violon, ben ça va être une catastrophe, tout simplement. oui, je pense qu'il faut les bases. Et après, c'est, enfin voilà, ce que tu nous apportes, eh bien, c'est mm, des clés en plus dans ce trousseau de clés qu'on a. Mais il faut les bases. Mais en tout cas, je mettrai les références en dessous du centre de formation où tu formes ces approches-là et que je conseille fortement. D'ailleurs, je les ai passées en début d'année avec toi. Euh, J'aimerais que tu nous parles de...
deux livres qui ont sorti sur ce thème-là, dont un livre où il y a eu trois forums, et donc il y a plusieurs intervenants, et un autre aussi qui est un peu plus chalala, comme tu dis. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ces deux livres? Alors bon, déjà dans le grand livre de l'hypnothérapie que tu as derrière toi, j'ai écrit un chapitre sur ce que je viens de raconter, hein, sur comment travailler avec l'hypnose et le deuil et aussi pour le trauma. Et alors on a deux bouquins, j'en ai un sous la main. En fait, on a fait trois forums à Liège, en Belgique et avec ma collègue Martine Struzik. Et nous avons publié deux livres. On peut dire que c'est deux tomes différents, hein, donc ce n'est pas une réactualisation l'un de l'autre. Donc le premier était aux éditions Satas et s'appelle La mort, le deuil et les dimensions invisibles de la conscience. Et le deuxième a été publié chez Très Daniel et donc s'appelle Les dimensions invisibles de la conscience. Donc le titre est presque le même. Et donc, nous avons réuni dans ces congrès et donc dans ces deux ouvrages des journalistes scientifiques, des médecins, des cardiologues, enfin voilà, vraiment de tous horizons qui ont euh, écrit sur ces dimensions invisibles de la conscience, sur les recherches qui sont menées actuellement, puisque bon, quand je dis que c'est Shalala, oui, c'est Shalala, mais de plus en plus de scientifiques aussi s'intéressent à ces questions. C'est notamment le cas dans l'université où je travaille. Donc moi, je suis maître de conférence associée à l'université de Lorraine et donc il y a deux sites. Moi, je suis sur le site de Metz et aussi le site de Nancy avec Renaud Évrard et Marine Mutis, enfin voilà, des tas de gens qui viennent de cette université-là, qui écrivent sur la lucidité terminale, sur l'expérience de mort imminente. Donc Renaud Évrard et Marine Mutis sont notamment des contributeurs. On a aussi Jean Stone, qui est multidiplômé, qui est un très grand scientifique, qui a aussi écrit. Alors il y a des gens comme Stéphane Alix qui témoignent de leur histoire. Donc Stéphane Alix était un journaliste de guerre. Son frère est décédé en Afghanistan d'un accident de voiture. Et donc, en tant que journaliste, il a mené une enquête sur la mort et puis il a découvert ces fameuses dimensions invisibles de la conscience. Voilà, il y a, pour ceux qui sont intéressés par l'hypnose, il y a Lipascu qui donne aussi la manière dont elle travaille pour aller entre les vies. Donc, c'est-à-dire pour remonter avant notre naissance pour savoir quelle mission de vie nous avons choisi, pourquoi est-ce que nous sommes sur Terre, avec quelle mission. On a des gens comme Catherine Romanoff qui donne aussi sa manière de travailler par rapport aux vies antérieures. Voilà, alors on a des gens très connus hein, comme Patrice Van Hersel qui a écrit La source blanche et la source noire, qui ont été des grands livres. Il vient d'en sortir un nouveau. Donc voilà, c'est tout un ensemble de personnes que je trouve, moi, très professionnelles, qui s'intéressent à ces questions, puisqu'on sait que aujourd'hui, la science actuelle ne peut pas expliquer un certain nombre de phénomènes. Hmm. En tout cas, dans ces trois ouvrages, soit que sur l'hypnose ou sur le deuil ou les consciences modifiées, hein, et, il y a beaucoup d'intervenants. Et donc c'est ça qui est riche dans ces livres. On peut avoir... c'est vrai qu'on achète un livre, on a une vision, mais là, il y a plusieurs visions, et c'est pareil, je pense que ces deux livres-là, c'est on pioche, on le lit par ce qui Petit nous bout. intéresse, par petits bouts ou des choses qui nous intéressent. Euh, donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux familles ou aux personnes endeuillées? Et d'ailleurs, toi-même, tu as traversé un deuil il n'y a pas très longtemps. Mais nous traversons tous des deuils, c'est bien ça, notre condition d'être humain. Mais je pense que euh, c'est normal d'être triste, hein. Alors, il y a quand même des, des signes qui font qu'on devrait aller consulter. C'est par exemple d'avoir des idées suicidaires. Euh, un deuil, bon, ça dure.
Et ça peut durer en tout cas, ça ne dure pas nécessairement, mais ça peut durer. C'est pas étonnant qu'un deuil dure plusieurs années pour un conjoint ou une conjointe. Ça peut durer 3, 4, 5 ans. Pour un enfant qui est décédé, ça peut durer 5, 6, 7 ans. Ça n'est pas anormal. C'est pas tellement la durée qui est inquiétante, mais c'est ce que la personne parallèlement peut aussi reprendre goût à la vie. Donc, qu'on soit triste, c'est pas un problème. Moi, je dirais que c'est un chemin et qu'on peut être accompagné sur ce chemin. Ne pas rester seul avec tout ça. D'accord. Et une dernière petite question. On parle souvent de l'échelle du deuil et sur la dernière phase d'acceptation. Et moi, j'ai pu recevoir de mon cabinet où on me dit, ça y est, ça fait 3 ans, accepte. C'est le processus, tu devrais accepter. Moi, je suis pas pour, plus pour la résilience. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui sont passées en 10 ans, enfin voilà, qu'on leur dit, c'est bon, accepte. Enfin, Mais oui, moi, je ne suis ça. Tu fais plutôt référence aux phases de Elisabeth Kubler-Ross, mais qui en fait sont des phases de deuil par rapport à sa propre vie, puisqu'elle a travaillé avec des personnes qui étaient atteintes du sida. Moi aussi, c'était en même temps, hein. Et puis on a aussi travaillé toutes les deux avec des enfants malades du cancer. Et donc en fait, c'était toute cette étape psychologique, ce processus par rapport à sa propre mort. Je pense que c'est très différent par rapport au deuil d'une autre personne. Euh, je pense que c'est pas tout à fait les mêmes phases. Et pour moi, je dirais qu'il y a d'abord une phase qui est plus anxieuse, où on est plus cette phase de recherche, ou alors à l'inverse de fuite, hein, des personnes qui vont se, s'abîmer, entre guillemets, dans les activités pour ne pas penser, et d'autres, au contraire, qui vont être à la recherche. C'est une phase, en fait, où il y en a beaucoup de chagrin, mais où il y a aussi pas mal d'anxiété. Et puis, on va tomber dans une autre phase qui est beaucoup plus dure, souvent, parce qu'elle est beaucoup plus dépressive. Alors moi, je donne toujours cette métaphore aux personnes en leur disant, mais en fait, vous savez quand est-ce que la nuit est la plus noire et la plus froide? Eh bien, c'est juste avant le lever du jour. C'est-à-dire que ça peut étonner la personne et son entourage qu'elle aille plus mal alors que ça fait déjà pas mal de mois qu'elle est en deuil. Et en fait, ça, pour moi, c'est plutôt positif. Ça veut dire que ça bouge, hein, que le processus de deuil continue. Et puis, bah, il y a un réinvestissement de sa vie, souvent d'abord des activités. Qu'on estime être des tâches, hein, par exemple le travail, parce que c'est moins culpabilisant de prendre du plaisir dans son travail que dans des vacances, hein. Parce que les vacances, mais tu te rends compte, moi je prends du plaisir alors que mon enfant est mort, c'est assez difficile. Donc le réinvestissement de la vie va se faire petit à petit. Alors on n'est pas tous d'accord sur est-ce qu'un deuil peut se finir ou pas? Pour moi, oui, mais ça dépend en fait de ce qu'on appelle un deuil terminé. Pour moi, un deuil terminé, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus triste. Ça veut dire qu'on est capable de retrouver l'énergie parce qu'un deuil, ça désénergétise beaucoup. On est très, très fatigué. Donc, on retrouve l'énergie pour mener à bien ses activités. C'est qu'on peut à nouveau prendre du plaisir dans le présent. C'est qu'on peut envisager l'avenir avec, de façon positive, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des bonnes choses qui peuvent nous arriver dans l'avenir, et c'est aussi qu'il n'y ait pas tout le temps des souvenirs négatifs et tristes qui surgissent dans la tête de la personne et voilà, qui la plongent dans des états de détresse. Mais donc, on peut avoir un deuil réussi tout en continuant à penser à son défunt, tout en continuant à avoir des rituels par rapport au défunt. Donc, il y a des personnes qui vont dire, bah, la dernière phase dure toujours. Donc ça, c'est une question plus de mots, hein, puisque dans ma définition à moi d'un deuil réussi, ça ne veut pas dire qu'on a oublié l'autre ou qu'on n'est plus jamais triste. d'accord. Mais je pense qu'on peut vraiment être accompagné et que quand même la thérapie notamment, hein, cette communication avec les défunts et probablement d'autres techniques peuvent quand même aider les personnes à se sentir moins seules aussi dans ce chemin, euh, dans ce processus, parce que c'est aussi un processus de transformation. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que je m'intéresse de plus en plus au deuil animalier, c'est que Mmh. on est quand même en France, on a à peu près 55% des personnes à avoir minimum un chien ou un chat.
Donc, en fait, on a encore beaucoup plus à avoir des animaux de compagnie, comme des lapins, etc. Mais si me limite aux chats et aux chiens, et puis il y a des gens qui ont des chevaux, hein, mais rien que les chiens et les chats, on est à 55%. Et donc, ça veut dire que, il y a aussi pas mal de personnes qui vont être très affligées par leur deuil, qui parfois peut être même plus douloureux que le deuil d'un être humain. Hein. Donc, ça dépend de l'investissement qu'on a par rapport aux êtres qui nous entourent et par rapport à notre animal. Donc, on va pas parler du deuil animalier ici, mais ce que j'ai envie de dire aussi aux personnes, c'est que c'est tout à fait légitime d'être triste et de vivre ce sentiment de deuil par rapport à un animal et que là aussi, il y a des thérapeutes qui peuvent être à l'écoute. Il y a, comme tu disais, pour les gens, il faut accepter. Et puis pour le deuil, oui, mais c'est qu'un chat ou c'est qu'un chien. Il y en a plein dans les refuges. Non, hein. Il y a aussi des thérapeutes qui sont capables d'entendre autre chose et qui sont capables d'accompagner ces processus. Mm. Et c'est vrai que, c'est pas encore en France, c'est vrai que c'est pas le thème, mais je sais qu'en Espagne, les animaux sont considérés comme des membres à part entière de la famille et pas en France. Il y a juste, il y a quelques temps, un article de loi où on se doit de protéger, et d'avoir des bons soins. Euh, mais j'espère qu'en tout cas en France, ça va évoluer et que oui, leur statut, c'est des êtres vivants et ils peuvent avoir autant de droits que nous. Oui, et puis les propriétaires d'animaux de compagnie qui sont attachés à leurs animaux les considèrent comme des membres de la famille à part entière, hein, donc de façon plus ou moins investie suivant les personnes. Mais il y a pour certaines personnes, on a parlé des traumas, pour des personnes qui ont vécu des traumas complexes dans l'enfance, qui n'ont pas pu avoir d'attachement sécure avec des parents, avec des figures parentales, parfois l'animal de compagnie devient à ce moment-là, mais parfois aussi plus tard à l'âge adulte, parce qu'elles peuvent avoir de grandes difficultés à établir des relations de confiance avec des êtres humains. Parfois, l'animal est la seule figure sécure. Et là, on peut faire un petit rebond sur la théorie polyvagale, hein. C'est que ça nous corrégule Tout et à fait, ça corrégule exactement. ça nous met dans une sécurité interne. Et c'est quand on perd cette sécurité, cet amour inconditionnel, parce que moi j'ai un grand amour pour les animaux, hein. Tu sais, je sais que toi aussi. Euh, mais oui, voilà, leur compagnie est pour certains, pour d'autres moins, mais en tout cas. Vous êtes, voilà, les personnes qui vivent des deuils, j'en ai accompagné aussi, hein, et ils sont à prendre en compte. Et puis vous êtes, c'est pas un simple chien ou un simple chat euh, c'est un être qu'on a aimé qui n'est plus là et qu'on doit faire le deuil et d'être accompagné. Bien évidemment que c'est plus facile d'être à côté de quelqu'un qui nous aide à traverser tout ça. Et comme tu disais, avoir aussi cette sphère, c'est pareil pour les animaux. Je pense que d'avoir une reconnaissance dans cela, c'est important. En tout cas, je te remercie, Evelyne, pour le temps que tu nous accordes et pour ce sujet qui me passionne, en tout cas. Et je remercie les personnes qui nous suivent. Je mettrai toutes les références en dessous. Et là, il y a beaucoup de références aujourd'hui. Et puis, ben, peut-être sûrement sur un autre thème, dans un autre temps, je t'inviterai si tu le souhaites. Merci en tout cas et merci à vous. Merci Honorine et merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés.